ces images exclusives, les seules dont nous disposons pour le moment de l'auteur présumé. Quelques minutes, visiblement, après le drame, vous voyez un couteau dans sa main. Il est poursuivi par deux individus. Puis il prendra la fuite. Ça ressemble à des policiers de police municipale, non ? Ça ressemblerait vu les écussons à des policiers municipaux. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider, Raphaël, mais il y a quelque chose sur le poitrail de l'une de ces deux personnes. Le côté banal, capitaine, de cet homme qui ressemble à un jogger, sweat, lunettes de soleil, casquette, une paire de baskets, un short, mais il a un couteau à la main et il vient de s'en prendre à plusieurs personnes, dont des enfants. Effectivement, c'est pratiquement l'homme qui arriverait à se mêler, dans le cadre de sa fuite, à une foule beaucoup plus élargie et qui passerait inaperçu. Ne suffirait-il pour lui que d'enlever ses lunettes, par exemple, de se décoiffer, d'enlever sa veste et dès lors augmenter ses chances d'anonymat au sein d'une foule élargie pour se soustraire effectivement à son identification ou aux opérations de recherche ou de poursuite. Et si on ajoute à ça cette information que nous a confirmé tout à l'heure un témoin que nous avions, que l'homme aurait été repéré quelques heures ou quelques jours, je ne sais plus, Raphaël, avant ce matin, avant la commission des actes, ça aussi c'était peut-être une façon de se fondre. Qu'est-ce que vous faites de cette information, si tant est qu'elle soit vérifiée, mais en tant qu'enquêteur ? Cette information qui nous arrive a posteriori peut effectivement, si elle est bien construite, bien motivée, contribuer à établir la préméditation, c'est-à-dire la préparation de l'acte criminel. En soi, c'est une analyse qui nécessite quand même de sacrées vérifications, parce que vous le savez, vous, moi, on a le droit de se promener là où on veut. Pour autant, on peut aller 2 ou 3 fois au même endroit, sans pour autant avoir des idées mortifères à l'issue, et sans pour autant avoir prémédité quoi que ce soit. Donc toute la difficulté pour l'heure, c'est effectivement, et ça c'est dans l'urgence, c'est de trouver la bonne qualification pénale pour effectivement rester dans un dispositif de droit commun, 48 heures, de droit, je dirais, marginal, avec une prolongation de garde à vue au titre du terrorisme. Si c'est le cas, effectivement, là on passerait sur des gardes à vue bien plus élargies. Donc une bonne qualification pénale dans l'immédiat pour rester, je dirais, dans le cas de la flagrance, sur les bonnes appréciations, et ensuite viendra effectivement abonder, dans le cas de la flagrance et assurément dans le cas de l'instruction judiciaire qui va s'ouvrir, les éléments supplémentaires. On passerait de 48 à 96 heures si les faits étaient qualifiés. C'est pas le cas pour le moment de terroristes, et il n'y a que le parquet national antiterroriste qui pourra le faire. On va partir à l'Assemblée nationale. Vous retrouvez Franck Alizio. Bonjour, vous êtes député Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Tout d'abord, votre première réaction suite à l'impensable, ce drame qui s'est déroulé ce matin du côté d'Annecy aux alentours de 9h45. Une vive émotion, on l'imagine, comme nous tous aujourd'hui. Évidemment, avant tout et par-dessus tout, nous sommes de tout cœur, moi-même, notre président de groupe Marine Le Pen, notre groupe, de tout cœur avec les familles des victimes, et bien évidemment les familles des enfants, devrais-je dire des bébés, puisque ce sont des enfants qui sont âgés de 2 à 3 ans. Cette réaction, elle est partagée par l'ensemble de vos collègues. On le disait tout à l'heure sur ce plateau, la dernière fois que des enfants ont été la cible d'un acte, c'était en mars 2012, c'était contre une école juive, et l'auteur s'appelait Mohamed Merah. Des enfants frappés, des enfants visiblement qui ont été choisis. C'est quelque chose qui frappe, c'est l'impensable dans notre société. C'est l'impensable et c'est l'intolérable. C'est l'intolérable. S'attaquer aux enfants, c'est la dernière chose qu'il faut faire. C'est la dernière des barbaries. Et si c'est intentionnel, c'est encore plus impardonnable. Et ne pas se poser les bonnes questions aujourd'hui, au-delà de l'émotion, bien évidemment, ce serait tout aussi coupable qu'une récupération politique. Le silence et l'autocensure aujourd'hui seraient aussi coupables que la récupération politique. C'est ce qui se passe, enfin ce qui est en train de se passer est intolérable et insoutenable.
Il y a une réaction qui détonne, c'est celle d'Éric Ciotti ce matin. On parlait de la dignité des réactions politiques, qui appelle le gouvernement à une réponse ferme, sans naïveté. Il parle, et Frédéric Delpech nous le disait, de basculement. Est-ce que vous diriez comme lui aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ce que je vous dis, c'est que évidemment qu'il faut se poser les questions. Évidemment, nous sommes face à un demandeur d'asile. Il faut se poser les questions de la demande d'asile dans notre pays. Il faut se poser la question de la demande d'asile qui devrait être faite dans les pays d'origine, ce qui permettrait de ne pas avoir de tels drames aujourd'hui, et se poser également la question de l'espace Schengen. Mais tout ça, et donc le fait que quelqu'un qui a eu, c'est le cas je crois, une demande d'asile acceptée en Suède peut venir en France sans raison durant 3 mois. Chaque pays devrait être maître de qui entre sur son territoire, qui s'y maintient et qui en repart. C'est une base, c'est un fondamental de la démocratie et de l'état de droit et du droit de chaque peuple à décider de qui entre et repart de son territoire. Mais toutes ces questions, il faut se les poser calmement. Mais nous sommes à l'énième attaque au couteau. Aujourd'hui, elle touche des enfants. Donc, encore une fois, ne pas se poser ces questions calmement, mais sérieusement. Et donc, les poser à l'exécutif, ce serait manquer à notre devoir de responsable politique. Merci beaucoup, Franck Alizio, d'avoir été avec nous. Ce temps arrivera certainement. Pour le moment, on est dans le temps de l'émotion, le temps du recueillement, le temps des questions. Et c'est avant tout à la police et à la justice de nous donner ces questions. Marie, vous nous avez quitté quelques instants parce que vous avez visionné une vidéo que nous ne vous montrons pas à l'antenne, vidéo de l'agression. Oui, c'est une vidéo qui est tout simplement insoutenable. Donc nous faisons le choix de ne pas vous la montrer. Je vais vous la décrire pour tenter de vous faire imaginer l'horreur qu'ont pu vivre ces gens aujourd'hui, même si on le devinait déjà avec le bilan qui est très lourd. On y voit un homme dans un square, donc avec des jeux pour enfants, vraiment un square comme on en voit un peu partout sur le territoire, et on le voit littéralement s'acharner au-dessus d'une poussette où il y a 2 enfants. La femme qui tient la poussette essaye de s'interposer, on l'entend, elle hurle sur la vidéo, elle tente d'arrêter cet homme qui semble vraiment déterminé à s'en prendre aux enfants. On le voit ensuite repartir, des adultes essayent de s'interposer, on voit un homme qui très courageusement va vers lui, essaye de l'arrêter, mais l'homme est rapide et retourne vers la poussette et assène de nouveaux coups de couteau. Donc on voit sur cette vidéo un homme qui est extrêmement déterminé. Sur les images que l'on a vues de la scène, il ne s'en prend pas aux adultes, mais semble vraiment viser les enfants qui sont dans ce parc. Il s'en prend aux enfants et il reste bloqué sur ces 2 enfants qui sont dans la poussette, peut-être les plus sérieusement touchés. Vous nous parliez tout à l'heure de ce qu'on voit des images. Effectivement, on voit la violence des gestes commis par cet homme. Et effectivement, on imagine la gravité des blessures, et on le rappelle. L'âge, c'est entre 22 mois, je crois. Entre 22 mois et 3 ans. Là, on ne voit heureusement pas bien la scène, mais c'est une poussette. Donc on l'imagine peut-être des enfants qui ne marchent pas encore, des enfants qui sont très jeunes. Et ce qui est surtout important de retenir de cette vidéo, c'est qu'on est face à un homme qui semble très déterminé. Capitaine Roland, imaginons que vous ayez eu sur cette vidéo l'enquêteur que vous êtes par rapport à ce que vient de nous dire Marie. Ça vous évoque quoi ? Écoutez, justement, c'est très intéressant la description de la vidéo. Et d'ailleurs, je salue le fait que vous ne l'ayez pas diffusée. Ça prouve quand même qu'il y a de la morale et ça, c'est important parce que tout ne se montre pas. On peut expliquer les choses, on peut les raconter, mais les montrer, c'est autre chose. 2 choses intéressantes, c'est effectivement un homme déterminé. Ça, c'est important. Parce que vous avez beau tailler comme un Athèque grec ou tailler comme un Rikiki, la détermination fera toujours la différence dans le caractère offensif de l'adversaire. Et effectivement, la nature même de la victime, je vais le dire avec beaucoup de pudeur, mais je vais le dire techniquement, c'est cible molle à haute valeur ajoutée. Parce que là, on tape dans une cible incapable de se défendre, où humainement et socialement, ce sont des enfants innocents, qui n'ont rien fait à personne, qui n'ont qu'à vivre, à jouer. Effectivement, l'impact populaire, l'impact dans la population est d'autant plus marqué et marquant qu'il y a un schisme entre cet homme de 32 ans déterminé, armé, et ses victimes, ses bébés, ses enfants, dans une poussette, somnolents, dormants, jouant. Et effectivement, cette contradiction entre l'agresseur et la victime
cause effectivement et durablement un impact majeur dans l'esprit des populations. Alors ça, ce sont... Et encore une fois, nous n'avons aucune, je le rappelle, indication dans ce sens, mais c'est bien souvent, pour connaître un peu ces dossiers, l'apanage des terroristes, c'est-à-dire peu importe les faits et les actes, ce sont les cibles qui comptent pour toucher le maximum de population et donner de l'effroi. Son état psychiatrique, ça aussi, évidemment, ça peut aussi jouer. À observer parce que... Surtout que vous nous disiez tout à l'heure, il a des enfants ? Il n'a pas parlé d'une fille aux enquêteurs ? Il dit aux enquêteurs, d'après les premiers éléments que nous avons, effectivement qu'il est divorcé et qu'il a une fille âgée de 13 ans. Mais là encore, ce sont des informations qu'on prend avec des pincettes. Il y a tout un travail de vérification qui est fait, notamment avec les autorités suédoises, puisque d'après nos informations, il vivait en Suède depuis 2013. Donc tout ça sont des informations qui doivent être vérifiées. Il est très important qu'elles le soient. Et autre précision que je ne vous ai pas donnée, mais effectivement, Valérie me posait la question. Dans l'extrait que nous voyons, nous n'entendons pas de parole. Cet individu ne semble pas parler. C'est une scène terrifiante. C'est peut-être le plus glaçant de ce que vous avez vu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, ni dans les mots, ni dans les attitudes qui... Enfin, je sais pas. Les hurlements de la femme sont de sa part. toute façon saisants. De sa part, il ne semble pas y avoir de paroles prononcées. Là encore, je suis très prudente parce que nous n'avons qu'une partie de la scène et peut-être des choses que nous n'avons pas perçues sur cette vidéo, mais il n'y a pas en tout cas de hurlement de sa part à lui. Et on voit effectivement un homme qui est assez jeune, qui a 32 ans, donc qui est assez rapide. Et qui est surtout très déterminé. Une forme de sang-froid. Une forme de sang-froid. À vous entendre, voilà. Et qui ne est marquant, c'est cette détermination. Qui ne vise pas, par exemple, la femme qui tient la poussette, qui s'interpose, qui est à portée de coups, si je peux dire. Il ne la vise pas. Il y a un individu, un jeune homme, qui courageusement aussi s'interpose. Il n'y a pas de geste le visant. Donc c'est comme si il y avait une vraie volonté de ne viser que C'est dans une poussette, Marie. Hein, oui, c'est dans une. Comme si cette poussette. C'est dans une double poussette avec deux enfants. Était sa cible. Voilà, il était concentré sur ces deux enfants. Ça nous indique quelque chose ou pas? Tant qu'il n'a pas parlé, tant qu'on n'est pas dans le cadre de l'audition de ce qu'il pourrait donner aux enquêteurs, ça n'a aucune autre espèce d'indication que l'horreur et la douleur des faits. Effectivement, la nature des victimes, c'est comme un sacré révélateur. Hein. Le fait qu'ils s'acharnent sur ses enfants et non pas sur les gens qui sont autour de la poussette, c'est un signe d'appréciation, effectivement, dans la mesure où, effectivement, sa détermination et sa motivation criminelle, c'était d'abord de taper fort et bruyamment en termes de résonance sociale sur des enfants. Voilà. Et de manière limitrophe et périphérique, effectivement, s'attaquer à des adultes, mais là, plutôt d'un schéma... Je ne veux pas me faire interpeller. Voilà. C'était la défense. Ah, oui, on rappelle qu'il a été poursuivi après par des policiers. Oui, et arrêté. La suite de ce parcours terrible, c'est son arrestation. Oui, parce que sur cette vidéo, il se concentre sur une aire de jeu. Il fait plusieurs fois le même tour autour de cette aire de jeu. Il y a un adulte qui descend un toboggan et qui le pourchasse. Il n'attaque pas les adultes. Il y a même une femme qui fait son jogging et qui ne se rend pas compte de la situation car elle passe devant cette aire de jeu, tourne la tête à droite, voit un homme avec ses lunettes de soleil, ce short, il a un tatouage d'ailleurs sur le mollet, cet homme, cet assaillant qui agresse au couteau ses enfants. Et visiblement, il n'agresse pas ces majeurs, ces adultes, hommes, femmes, qui sont pourtant à portée de couteau, mais il va se concentrer, tourner à plusieurs reprises autour de cette aire de jeu, autour de ce toboggan, pour viser à chaque fois les enfants qui sont dans la poussette. Et puis, il y a d'autres enfants autour? Alors, de ce qu'on distingue sur la vidéo, il y a d'autres enfants, parce que ça se passe... Il y a d'autres enfants, mais il ne s'en prend qu'à cette... Oui, il y a un petit muret qui doit faire 80 cm tout au plus, et à l'intérieur il y a des jeux pour enfants, une balançoire, des toboggans, des jeux en bois, et l'homme va même ne pas sauter le muret mais passer par un petit portail, donc sortir tout tranquillement, petit portail qui fait 80 cm de haut là encore, il va l'ouvrir, sortir de cette aire de jeu et puis ressortir une fois qu'il a agressé au couteau ces très jeunes enfants, on le rappelle, à moins de 3 ans, la plus jeune à 22 mois, et bien ressortir, continuer son périple à pied avec toujours ce grand couteau, cette lame qu'il tient d'une certaine façon comme un poignard. Et puis on imagine, parce que là la vidéo coupe, et que c'est à cet instant qu'il va être poursuivi
par différents passants, parce que sur la vidéo, on voit également un homme qui a un sac à dos devant lui, qui protège le buste, un sac à dos dans le dos, et il y a plusieurs personnes, donc là des badauds qui ne sont ni policiers, mais de simples civils qui vont aller le poursuivre, et par la suite, il sera interpellé par la police. Dont, vous me faites bien de le rappeler, Anne, l'un des témoins, on vous rediffusera d'ailleurs ce témoignage qu'on a entendu sur l'antenne d'LCI. Je n'ai aucune information sur la question. Me vient peut-être une question que se poseront les enquêteurs, ils auront certainement la réponse assez rapidement. On sait s'il y a un lien entre cet individu et ses enfants, la personne qui se trouvait avec ses enfants ou pas encore, ou il est trop tôt pour savoir pour le moment. Il n'y a pas de lien pour l'instant établi entre cet individu. La façon dont il s'en prend, est-ce qu'il y a quelque chose à l'heure où nous parlons qui rapproche cet homme de ses enfants? Rien pour le moment. Rien à ce stade, évidemment, il est trop tôt pour le dire, mais rien à ce stade ne le lie à ses enfants. Mais la gratuité, effectivement, est tellement choquante, tellement terrible que... Et quand bien même il y aurait un lien, ça n'enlève rien à la gravité. Ça n'enlève rien à l'horreur, mais ça donne dans des éléments les horribles... Merci Valérie, ça donne des éléments qui pourraient... Parce qu'il faut être dérangé pour faire ce genre de choses, et encore dérangé est un doux mot, et qui peuvent expliquer parfois des passages à l'acte. Et puis le plus terrible, une information aussi qui rajoute à cela, c'est que cet homme, selon nos informations, était marié avec une Suédoise et avait lui-même un enfant. On l'a vu sur cette très longue vidéo que nous avons visionnée, insoutenable, comme le disait Marie. Il s'attaque uniquement, il a cette volonté d'agresser à l'arme blanche des enfants, de très jeunes enfants, et lui-même, selon nos informations, était lui-même père d'un enfant, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, mais avait eu un enfant de nationalité suédoise avec une femme, elle aussi de nationalité suédoise. Ce qui rend ce passage à l'acte encore plus incompréhensible. Et on apprend à l'instant, selon notre service police-justice également, Raphaël, que le suspect se serait dit chrétien de Syrie, c'est ça? Oui, c'est dans son dossier de demande d'asile qu'il a déposé en France en octobre novembre 2022 auprès de l'OFPRA. Il s'est déclaré chrétien de Syrie, et les policiers, lors de sa fouille, juste après son arrestation, il y a la palpation obligatoire nécessaire de sécurité, ont retrouvé sur lui une croix chrétienne. Voilà les toutes dernières informations que nous avons. On nous signale également, mais là encore, je prends des pincettes et toutes les vérifications sont en cours, qu'il n'y a pas à ce stade, et j'insiste sur le à ce stade, de traces de traitement psy ou de séjour psy, en tout cas en France.